2. L'architecture du système bancaire. Alors, donc je vais lire, hein, c'est une petite introduction. Donc si chaque individu dispose d'un compte à vue dans une banque commerciale, figurez-vous qu'il en va de même des banques commerciales elles-mêmes, qui ont chacune et obligatoirement, hein, ça c'est clair, c'est obligatoire, chaque banque commerciale dispose d'un compte auprès de la banque centrale. Voir schéma ci-dessous. C'est pourquoi l'on dit de la banque centrale qu'elle est la banque des banques. L'État français, par l'intermédiaire de l'agence France Trésor, dispose également d'un compte auprès de la banque centrale. Alors, juste petite info avant de reprendre ici. Quand je dis chaque banque commerciale a un compte auprès de la banque centrale, je ne parle pas de chaque petit établissement, chaque petite boutique bancaire qu'il y a au coin de la rue. Chacune de ces petites boutiques sont en fait voilà, des, euh, des établissements qui appartiennent au même groupe. Hein. Par exemple, voilà, le groupe Crédit Agricole, Société Générale, voilà. Donc c'est le groupe en entier qui a un compte à lui tout seul à la banque centrale. Hein. C'est pas chaque petite banque à droite à gauche, sinon ce serait vraiment très compliqué. Donc non, c'est par groupe que l'on raisonne. Pour rappel, chaque pays dispose d'une banque centrale, sauf dans certains cas où la banque centrale est commune à plusieurs pays, comme dans le cadre de la zone euro, où la Banque centrale européenne, enfin, la zone euro, pardon, avec la Banque centrale européenne, BCE. Ok. Donc, dans ce cas, ce sont les banques centrales nationales de chaque État membre de la zone euro qui mettent en application les décisions de la BCE. Donc, les banques centrales nationales ont non plus de pouvoir de décision, mais se font le relais des décisions de la BCE. Bon, ça, ce petit commentaire pour cadrer un peu le propos. Donc on est d'accord, hein. Chaque pays a sa propre banque centrale nationale, sauf dans le cas de la zone euro, où c'est la Banque centrale européenne qui chapeaute le tout, et les anciennes banques centrales nationales de chaque pays sont en fait voilà, les relais locaux des décisions prises plus haut à l'échelle de la zone euro. Ok. Alors voilà une représentation de la situation. Vous imaginez donc trois banques, mais vous imaginez donc que toutes les banques des pays membres de la zone euro, je ne connais pas toutes les banques, ce serait pareil. Hein. Dans leur bilan, il y a ici un poste, ce qu'on appelle un poste, c'est une catégorie dans le bilan, hein, il y a plusieurs postes, qui s'appelle liquidité. D'ailleurs, en vrai, j'aurais pas dû l'appeler liquidité, j'aurais dû l'appeler voilà, compte à la banque centrale, ça aurait été plus clair. Mais bon, c'est pas très grave, vous savez quand même. Donc, dans le poste liquidité, il y a ici une ligne de compte. Et en fait, cette ligne, on la retrouve au passif du bilan de la BCE. D'accord. Ou de n'importe quelle banque centrale, hein, s'il s'agit d'une banque centrale nationale, d'un pays où il y a pas d'union monétaire. Hein. Par exemple, je sais pas moi, les États-Unis, bon, bah voilà, c'est un seul pays avec certes plusieurs États, mais bon, il y aurait comment dire, il y aurait il y a qu'une seule banque centrale, comment dire, aux États-Unis, quoi. D'ailleurs, on va en parler plus tard. Donc, alors, le bilan de la BCE, comme n'importe quelle banque, il est avec deux colonnes, actif-passif, qui fonctionnent de la même manière hein, que les autres bilans. Et comme pour les banques commerciales classiques, ici, on a les comptes des clients, hein, qui sont au passif parce que c'est des sous, c'est de l'argent qu'elles doivent à leurs clients, et donc on les met au passif pour cette raison-là. Bah, c'est la même chose en fait avec la BCE. Ici, c'est les comptes des clients de la BCE qui sont en fait les banques commerciales. Et comme l'argent qui va être inscrit ici, bah, c'est de l'argent que doit la banque centrale à ces banques-là, alors on l'inscrit également au passif. Je vous épargne pour l'instant ce qu'il y a d'inscrit à l'actif du bilan de la banque centrale, mais on sera sûrement amené à l'évoquer ultérieurement. Donc vous avez bien saisi, hein, le petit rectangle qui est là, eh ben, il apparaît ici. Et pareil pour celle-là. Et c'est comme ça que c'est organisé. Je vais un peu vite car j'ai un schéma plus sympathique que je vous présenterai plus tard. Bien que celui-ci soit très joli, comme vous pouvez en convenir, je l'espère. Donc, lorsque les banques commerciales, mais aussi le trésor public, se doivent de l'argent entre elles, elles ne vont pas utiliser de la monnaie scripturale, ce serait absurde car elles pourraient régler leurs dettes en créant autant de monnaie que nécessaire. Mais elles vont utiliser une monnaie particulière qu'on appelle la monnaie centrale ou monnaie banque centrale. Moi je dirais toujours monnaie centrale, c'est plus court, mais parfois vous pouvez croiser le terme monnaie banque centrale.
Il s'agit d'une monnaie que seule la Banque centrale est autorisée à créer. Elle contrôle donc la quantité de monnaie centrale circulant dans l'économie. Ce stock de monnaie centrale en circulation se nomme base monétaire. Ok, donc je récapitule pour qu'on ait bien compris que la situation. Les banques, on verra ça plus tard, elles se doivent de l'argent les unes les autres régulièrement. Évidemment, elles ne se font pas des petits virements de monnaie scripturale qu'elles pourraient créer comme elles le veulent, hein. Les virements vont se faire entre les comptes qu'elles ont chacune auprès de la Banque centrale européenne. Et c'est pas des, comment dire, c'est pas de la monnaie scripturale banale qui va circuler, c'est de la monnaie centrale, qui est une monnaie qu'elles ne peuvent pas créer. Et c'est pour ça que cette monnaie a une valeur supérieure en fait, parce que c'est la seule qui permet de faire ce qu'on appelle la compensation bancaire, c'est-à-dire la compensation, c'est le terme pour désigner le fait qu'on se rembourse enfin nos dettes les uns les autres. Ok. Bon, mais je reviendrai dessus mieux, hein. J'ai prévu un truc mieux après, plus précis. Mais bon, c'est une première approche, hein, c'est pas, ça coûte pas cher de regarder quoi. Alors là, j'ai mis un commentaire sur la différence entre monnaie centrale et monnaie scripturale. Je vais pas le lire, vous le lirez. Je pense pas qu'il y ait de malentendus. Vu le gros pavé que j'ai écrit, à mon avis, j'ai été assez précis, donc je ne vais pas m'épancher davantage. Hop. Et là, j'explique c'est quoi la compensation interbancaire. C'est ce que je viens de vous dire, c'est le fait que les banques se règlent leurs dettes les unes envers les autres. Bon, j'en dis pas plus, j'imagine que j'ai dit ça bien comme il fallait, avec des détails. Si vous n'aviez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions sur le groupe, hein. Hop. Alors là, je crois que j'essaie d'expliquer c'est quoi la compensation interbancaire. Alors bon, je crois que ça fait beaucoup de comptes, hein, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ce soit quand même clair. Alors on y va. Donc on imagine deux banques, Société Générale, Crédit Agricole, avec chacune deux clients. Alors voyons, vous voyez, hein, j'ai mis des couleurs pour qu'on ne se trompe pas. Client 1, client 3, ils sont à la Société Générale. Euh, Client 2, client 4, ce sont deux clients qui sont au Crédit Agricole. Alors on imagine deux banques commerciales, SG et CA, donc Société Générale, Crédit Agricole, ayant chacune deux clients. Le solde du compte du client 1 est de 2500 euros. Donc on est d'accord que les 2500, c'est ce qu'il a sur son compte. On imagine, on a fait le calcul, à la fin du mois, entre ce qui sort et ce qui rentre, il lui reste 2500 euros. C'est ce qu'il a sur son compte. Tandis que le compte du client 2 est créditeur de 1000 euros. Donc le premier aussi est créditeur, hein, mais c'est pour vous familiariser avec les appellations. Donc il est aussi créditeur de 1000 euros. Pareil, on a fait les calculs, à la fin il lui reste 1000 euros. C'est une autre manière de dire qu'il a 1000 euros sur son compte. Bon. Donc ça c'est la situation de départ. Ok. Euh, Sur le compte du client 1 et du client 2, il n'y a rien d'écrit parce qu'il ne s'est rien passé. J'aurais pu préciser en bas du compte de chaque client le solde. Mais bon, vu que les soldes ils apparaissent au passif de leur banque, j'ai pas voulu non plus rajouter plein de trucs. Donc vous avez saisi. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Deuxième étape. Le client 1, qui est à la Société Générale, réalise un virement au client 2, qui est au Crédit Agricole, d'un montant de 500 euros. Donc, le client 1 fait un virement de 500 euros. Comme l'argent quitte son compte, on inscrit les 500 euros dans la colonne débit. Le client 2, lui, va recevoir l'argent. Donc, comme c'est de l'argent qui rentre sur son compte, on va l'inscrire dans la colonne crédit. Donc, virement de client 1, 500. Donc, ça va dans la colonne crédit. Ça va? Donc, le compte du client 1 est débité de 500, l'argent sort. Le compte du client 2 est crédité de 500, puisque c'est de l'argent qui rentre. Jusque-là, tout va bien. To be continued pour les fans de Retour vers le futur. Hop, troisième étape. Le solde du compte du client 1 diminue de 500 euros, le montant du virement qu'il a émis, tandis que le solde du compte du client 2 augmente de 500 euros, c'est le montant qu'il a reçu. Donc là, on voit en fait les soldes des deux clients s'actualiser suite au virement. Lui, il était à 2500, je remonte pour vous montrer, hein. Il était à 2500, mais comme il a fait un virement de 500,
Quand on refait les calculs, il se retrouve naturellement avec 2000 euros. 2500 moins 500. Et le compte du client 2, son solde, lui, va augmenter de 500 euros. Il avait 1000 euros, il se retrouve avec 1500. Regardez, hop, il avait 1000 euros. Et après le virement qu'il a reçu, le solde s'élève à 1500 euros. Ok? Tout est normal. Hop, quatrième étape. Maintenant, c'est le client 4 qui va faire un virement de 400 euros au client 3. Donc là, deux nouveaux personnages arrivent. Le client 3 fait un virement au client 4. Comme c'est un virement, c'est de l'argent qui... Attendez, non, je dis une bêtise. C'est le client 4 qui fait un virement de 400 euros au client 3. Donc le client 4, il est ici. Comme les 400 euros vont sortir de son compte, on inscrit ces 400 euros dans la colonne débit. C'est l'argent qui sort. Et comme le client 3, lui, va recevoir ces 400 euros, on inscrit ce montant-là dans la colonne crédit. C'est l'argent qui rentre sur le compte du client 3. C'est ce que j'écris ici, le compte du client 4, l'argent sort, le compte du client 3, l'argent rentre, hop, c'est pour ça qu'on écrit dans chacune des colonnes. Cinquième étape, suite à ce virement, le solde du compte du client 3 augmente de 400 euros. Donc on voit ici, il n'était pas là jusqu'à présent, mais hop, voilà le compte du client 3 avec son solde. On ne sait pas combien il avait à la base, hein, le client 3, donc on va raisonner juste sur ce qui bouge. Donc on imagine qu'il y avait quelque chose, mais on s'en fiche. Donc là, il va y avoir plus 400 euros, puisque le client 3 vient de recevoir 400 euros de la part du client 4. Donc le solde du compte du client 3 augmente de 400 euros, alors que le solde du compte du client 4 va lui diminuer de 400 euros. Pareil, on ne sait pas combien il avait avant, hein, le client 4, mais on sait que ça va baisser de 400 puisqu'il a fait un virement. Donc on va raisonner juste sur ce qui bouge, sur les variations du solde. Donc le solde baisse de 400 euros. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, bon, je ne vais pas me répéter. Donc là, on a donc des clients qui se sont fait des virements, des banques qui se doivent des sous. Donc que va-t-il se passer? Au lieu de virer 500 euros, la Société Générale ne vire que 100 euros. Les banques donc, se font des virements entre elles. Elle ne va faire un virement que de 100 euros au Crédit Agricole, car le Crédit Agricole lui doit lui-même 400. Donc vous voyez, ce serait un peu stupide que le Crédit Agricole envoie 400 euros à la Société Générale pour qu'après la Société Générale lui renvoie 500 euros. D'accord? On va juste se virer l'écart entre les deux, c'est plus simple. C'est ce qu'on appelle la compensation bancaire. Donc on regarde qui se doit combien et après on raisonne que sur ce qui dépasse, hein, que sur les écarts. Un peu comme Tricount. Vous voyez, Tricount, si vous connaissez hein, l'application, ça marche comme ça. Chacun met ce qu'il a dépensé et à la fin on répartit on fait la compensation de ce que chacun a mis et après on voit qui doit encore des sous à quelqu'un. Bon bah vous lirez ça. Ok, ou je vais le dire si. Comme les banques commerciales ne règlent leurs dettes les unes envers les autres qu'en utilisant de la monnaie centrale, voire remarque ci-dessous, la Société Générale va faire un virement de 100 euros, mais cette fois-ci en monnaie centrale. D'accord? Donc en monnaie émise par la Banque centrale. Vers le Crédit Agricole, ses liquidités baissent de 100 euros, tandis que le Crédit Agricole reçoit le virement en monnaie centrale. Ses liquidités augmentent de 100 euros. Et ça, on peut représenter ça par le schéma ci-dessous. Donc le Crédit Agricole va recevoir plus 100 et la Société Générale va perdre 100 euros de monnaie centrale. Donc la compensation bancaire se fait au sein des comptes qu'ont chaque banque auprès de la Banque centrale. Et cette compensation se fait uniquement en monnaie banque centrale, en monnaie centrale. Et enfin, allez, ça va faire une vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Oh, quoique. Voici, je vais faire une pause quand même. Donc, je coupe et je reprends pour la troisième partie et ce qui nous amène depuis le début. Voilà, que se passe-t-il quand les banques commerciales acquièrent des titres financiers publics? En quoi ça crée de la monnaie
ça crée de la monnaie scripturale.